Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après des semaines de suspense, la Sénat a proclamé les résultats des communales du 11 janvier 2026. Comme pour les législatives, c'est la formation politique Union progressiste Le Renouveau qui rafle plus de sièges. Le bloc républicain prend la seconde place. Après le marché de friperie de PK3, les autorités ont inauguré le nouveau marché moderne de Kokokodji. Retour sur cette cérémonie d'ouverture dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, souvent critiquée par les conservateurs, la démocrate Ilhan Omar a été aspergée d'une substance non identifiée alors qu'elle s'exprimait au pupitre d'un meeting dans le Minnesota. Les élections communales du 11 janvier 2026 ont livré le verdict dans la soirée d'hier. Selon les résultats définitifs rendus publics par la Sénat, seuls les partis Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont réussi à lever des sièges de conseillers au terme du scrutin. Ces deux formations politiques contrôleront pour les 7 prochaines années la totalité des 117 communes du pays, à raison de 39 pour l'UP Le Renouveau et 38 pour le BR. Suivant. Au terme d'une compilation rigoureuse et transparente, la Commission électorale nationale autonome Sénat proclame aujourd'hui les résultats de ce scrutin. Ces résultats sont définitifs au regard de nos délibérations et traduisent la volonté des suffrages que vous avez déposés dans les urnes. Toutefois, conformément à notre tradition démocratique et au respect scrupuleux des textes en vigueur, ces résultats n'épuisent pas les voies de droit. Les recours éventuels pourront être portés devant la juridiction compétente, garantissant ainsi à chaque formation politique le droit sacré à une justice électorale équitable et transparente. J'exhorte chaque acteur politique à s'incliner devant ce verdict avec la noblesse qui sied aux bâtisseurs des nations. Que les nouveaux conseillers communaux mesurent la profondeur de la confiance que votre détermination leur a témoignée. Désormais, le temps des débats s'efface devant l'impératif des résultats pour nos 77 communes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 872 802. Suffrages valablement exprimés, 2 715 528. Bulletins nuls, 157 274. Nombre de poses de vote, 17 350. Taux de participation, 36,67%. Article 2, synthèse des résultats par parti politique. Numéro 1, c'est le bloc républicain, que je vais dire BR désormais, a réuni 1 206 390 voix, ce qui fait un taux de 44,43%, ce qui a permis d'élire 852 conseillers. 2, c'est le parti FCBE, 180 663 voix, un taux de participation de 6,65%. Vous connaissez la règle de base, un parti pour être éligible à la distribution des sièges,
il faut avoir 10%. Les FCBE n'ont pas réussi à avoir les 10%. Pour cette raison, ce parti, pour la suite, ne participera pas à la distribution des sièges, n'est donc pas éligible pour recevoir des sièges. Numéro 3, c'est UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, a réuni 1 328 475 voix, ce qui fait un taux de 48,92%, ce qui a permis d'élire 963 conseillers. Si on fait la somme des conseillers, d'abord, si vous faites le récapitulatif, vous trouverez 39 mairies qui seront désignées par l'UP et 38 par le BR. La somme fait 77. Autre volet de l'actualité, les populations de Kokokodji disposent désormais d'un environnement de travail digne, sécurisé et propice à la croissance des activités marchandes. Le 20e marché moderne de détail suit un lot de 21 déjà construits dans le cadre du programme de modernisation des marchés urbains et régionaux au Bénin au titre du PAG est officiellement inauguré ce mardi à son nouveau site. Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo, pour le reportage. Le nouveau marché de Kokokodji ouvre officiellement ce mardi 27 janvier ses portes aux usagers. Ici, l'émotion s'est mêlée à la fierté collective. L'enthousiasme est le même dans le rang des autorités de la région. Après avoir témoigné leur gratitude au chantre de la rupture, le président Talon, elles exhortent les commerçants et les populations à faire de ce marché un exemple de bonne gestion, d'entraide et de respect aux normes d'hygiène et de sécurité. Chers bénéficiaires de ce joyau, de ce marché qui est désormais le vôtre, il vous appartient d'en faire un espace vivant, propre, discipliné et prospère. Sa bonne gestion, sa préservation seront la clé de sa durabilité et de son impact positif sur notre économie locale. Mesdames et messieurs, je formule le vœu que ce marché devienne un véritable pôle d'échange, de solidarité, de croissance pour Kokokodji et pour toute la commune d'Abomey-Calavi. Cette infrastructure marchande de Kokokodji est le 20e marché de détail mis en service sur un lot de 21 marchés déjà construits dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de 35 marchés urbains et régionaux inscrits au programme d'action du gouvernement. Le nouveau marché de Kokokodji s'étend sur une superficie de 10 hectares, dont 2,8 aménagés et comprend 12 secteurs d'activité distincts. Il offre aujourd'hui 1839 espaces de vente répartis notamment comme suit. 197 boutiques, 1444 étals primeurs, 85 étals poissonnerie, 6 restaurants avec servitude terrasse, 5 étals boucherie, 6 étals écailleurs, 28 espaces semi-gros, 5 espaces gros, 42 espaces animaux vivants, 5 espaces plumeurs et 16 espaces moulins. Au-delà des espaces commerciaux, le marché est doté d'infrastructures modernes, des bureaux administratifs, des installations sanitaires, une infirmerie, un dispositif de sécurité incendie, un parc de stationnement. Ce marché n'est pas seulement un ensemble de bâtiments. Il est désormais un véritable pôle économique de proximité, un cadre structuré de production de richesse, de dignité et de cohésion sociale.
Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, cet espace marchand offre aux commerçants un environnement de vente sain, plus sécurisé et plus structuré. La réussite de Cococodi dépendra avant tout de l'engagement collectif de celles et ceux qui l'animent chaque jour. En inaugurant aujourd'hui le marché de Cococodi, nous affirmons que le développement se construit avec les populations, pour les populations et dans des cadres qui respectent la dignité humaine. Ce marché est le symbole d'un Bénin qui avance avec méthode, d'un gouvernement qui assume ses choix et d'une économie qui se structure pour être plus juste et plus forte. L'Agence nationale de gestion des marchés réaffirme son engagement à veiller avec rigueur au respect des règles d'occupation et de gestion du marché. Toute pratique de sous-location fera l'objet de mesures appropriées dans un esprit d'équité, de transparence et de protection de l'intérêt collectif, a rappelé la directrice de l'AGEM au terme de son allocution. Et dans un tout autre registre, à présent, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, officialisé par un décret de Donald Trump, suscite une vive inquiétude à travers le globe entre impact sur la santé publique, collaboration scientifique compromise et rééquilibrage des influences internationales. Cette décision pourrait remodeler profondément le paysage sanitaire mondial. Suivant. Le paysage de la santé publique internationale vient de basculer dans une nouvelle ère d'incertitude. Le jeudi 22 janvier 2026, les États-Unis ont formellement validé le retrait de l'Organisation mondiale de la santé, mettant ainsi un terme à une procédure de préavis entamée 12 mois auparavant. Cette décision marque une rupture sans précédent avec l'institution multilatérale née en 1948, dont Washington était non seulement un membre fondateur, mais aussi le pilier central. Le débat de la première puissance mondiale laisse un vide diplomatique et opérationnel immense au sein des instances de régulation sanitaire globale. Au cœur de cette séparation se trouve un différend budgétaire majeur qui paralyse les relations entre l'administration américaine et la direction de l'agence onusienne. Le gouvernement des États-Unis a réaffirmé son refus catégorique de régulariser ses arriérés de contributions, justifiant cette position par la nécessité de préserver les ressources nationales face aux pressions économiques persistantes. En évoquant les coûts exorbitants des précédentes crises sanitaires mondiales, Washington conteste la gestion de l'organisme et refuse de continuer à financer une structure dont il juge le fonctionnement inefficace, exacerbant ici les tensions sur le partage des coûts de la sécurité sanitaire internationale. Les répercussions de ce désengagement sont immédiates. L'OMS perd instantanément environ 18% de ses ressources globales. En tant que principal contributeur historique, l'apport américain finançait de manière vitale des programmes essentiels allant de l'éradication de la polio à la lutte contre les maladies chroniques dans les pays en développement. Cette amputation budgétaire massive contraint l'organisation basée à Genève à une restructuration d'urgence menaçant la pérennité de nombreuses missions de terrain et réduisant sa capacité de réaction face à l'émergence de nouvelles menaces infectieuses. Au-delà de l'aspect financier, c'est l'architecture même de la sécurité sanitaire mondiale qui est fragilisée par ce retrait. Les experts craignent une fragmentation des données épidémiologiques et une perte de coordination dans le suivi des virus à potentiel pandémique. Sans la collaboration technique et les réseaux de laboratoires américains intégrés au système de l'OMS, la détection précoce des foyers infectieux pourrait devenir plus lente et moins précise. Les conséquences de ce retrait inquiètent la communauté internationale. Entre perte de leadership, réduction des financements et affaiblissement des collaborations, cette décision pourrait marquer un tournant pour la santé mondiale. Âgé de 65 ans, l'ex-ministre des Ressources pétrolières du Nigeria
est jugée pour des faits présumés survenus au Royaume-Uni où elle avait un domicile pendant son mandat de ministre entre 2010 et 2015. Ancienne présidente de l'OPEP, Alison Madueke a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires à l'international, notamment aux États-Unis. Le reportage. L'ancienne présidente de l'OPEP a comparu mardi devant la cour royale de Southwark à Londres. Diezani Alison Madueke est accusée de multiples chefs d'accusation de corruption entre 2011 et 2015, alors qu'elle était ministre des Ressources pétrolières du Nigeria sous la présidence de Goodluck Jonathan. Elle est accusée d'avoir accepté des avantages financiers ou autres de la part de personnes liées au groupe Atlantic Energy et Spog Petrochemical. Selon l'accusation, ces deux sociétés ont obtenu des contrats avec la compagnie nigériane de pétrole ou ses filiales. L'ancienne ministre aurait également reçu 100 000 livres sterling, environ 137 000 $ en espèces, des voitures avec chauffeur, un vol en jet privé vers le Nigeria, des travaux de rénovation et des frais de personnel dans plusieurs propriétés londoniennes. Deux autres personnes, Doy Agama, son frère, et Olatimbo Ayinde, sont également poursuivis pour des faits de corruption liés à cette même affaire. Aux États-Unis, l'élu démocrate du Minnesota a été visé par le jet de liquide lors d'une réunion publique dans sa circonscription de Minneapolis. Seule élue d'origine somalienne a siégé au Congrès de Washington. Elle est la cible favorite de Donald Trump qui ne manque jamais une occasion de s'en prendre à elle. C'est après moi. La députée démocrate Ilhan Omar a été agressée mardi soir lors d'une réunion publique dans le Minnesota. Un homme l'a aspergée d'une substance inconnue après son appel à la démission de la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem. Cible constante d'attaque du président Trump, l'élu d'origine somalienne représentante du Minnesota au Congrès n'a pas été blessée lors de cette agression. Ilhan Omar a reproché à Donald Trump de transformer Minneapolis en zone de guerre. Nous ne pouvons pas continuer à agir comme si de rien n'était. C'est pour cela que j'ai conduit l'ensemble du caucus progressiste du Congrès à s'opposer à ce texte. Nous avons adopté une position officielle et nous avons désormais obtenu l'accord de tous les sénateurs démocrates pour s'y rallier et exiger des comptes de la police fédérale de l'immigration. Quelques heures plus tôt, lors d'un déplacement dans l'Iowa, le président Donald Trump avait violemment critiqué Ilhan Omar devant un public partisan. Nous laissons entrer des gens formidables, mais ils doivent montrer qu'ils aiment notre pays. Ils doivent en être fiers, pas comme Ilhan Omar. Vous avez vu comment elle passe son temps à dire que la Constitution lui donne ceci ou cela. La Constitution, alors qu'elle vient d'un pays qui est un désastre, probablement le pire. C'est tout juste s'il a un gouvernement. Je ne pense même pas qu'il en ait un. Ils ne savent faire qu'une chose, des pirates. Mais ils ne le font plus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils reçoivent de notre part le même traitement que les trafiquants de drogue. L'agression d'Ilhan Omar intervient dans un contexte tendu autour des méthodes de la police de l'immigration. Mardi également, un agent a tenté de pénétrer dans le consulat d'Équateur à Minneapolis, mais le personnel a empêché son intrusion, protégeant les ressortissants présents. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.